Polysécure, épisode sur l'actualité au 19 octobre 2025. Cette semaine, ça va ultra chargé. Je vais essayer de le parler super vite parce qu'il y a tellement de bonnes nouvelles. Et en plus, quelques rants que je vais faire parce qu'il y a des sujets qui se rapportent à des choses que j'aime beaucoup et des choses que j'ai discutées lors du InCyber, sur les panels que j'ai participé ou les panels que j'ai animés. Des sujets qui ont été abordés. Fait que donc, je vais étendre certains sujets par rapport à ceux-ci. Shameless plug, ça devient plus calme. À ce stade-ci, c'est le Faircon 2025, le 4 et 5 novembre. Le 8 et 9 novembre, le DeathCon, et non le DEFCON. C'est-à-dire le Def comme la mort, bref. C'est le choix de l'acronyme qu'ils ont choisi. Par ailleurs, sur l'événement de Montréal est complet. Les sold out, fait que c'est en soi une très bonne nouvelle et malheureusement, vous ne pouvez pas être sur place. Je vais être là normalement pour enregistrer des podcasts, discuter avec les gens, j'ai très très hâte. European Cyber Week 17 au 20 novembre, je vais être là du 17 au 19 novembre. Si vous voulez venir jaser un peu, je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont levé la main, ça va être super chouette, on va avoir des conversations qui vont être très intéressantes sur l'ensemble. Et le 5 et 6 février, le Secure 2026 revient. Le Call for Paper est dans les show notes. Nous avons commencé à recevoir des papiers et c'est super intéressant c'est ce qui présente devant nous. Fait très hâte. Puis on a commencé à prendre une forme Secure Jeunesse aussi. Fait que ça aussi, c'est très intéressant ce qui est en train d'émaner de ce côté-là. Commençons avec une nouvelle. Première, ça va être le bloc d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouvelles, plusieurs nouvelles à l'intérieur et beaucoup de choses très intéressantes à discuter. La première, c'est la responsabilité des agents AI et la sécurité qui est associée. C'est un sujet très intéressant à la responsabilité de ce que c'est parce que c'est quand même des agents qui ont une vie, si on veut, qui peuvent agir sur des informations qui sont les nôtres. Et donc, qui prend la responsabilité des actions que ces agents vont prendre là? J'avais eu un panel sur le même genre sur qui est responsable des informations, est-ce que les concepteurs de AI devraient. Donc, quand même une réflexion et un framework légal à déployer pour s'assurer que les responsabilités atterrissent à la bonne place, parce qu'à l'heure actuelle, je pense que notre cadre légal ne permet pas facilement de mettre ça en œuvre, c'est-à-dire que historiquement, c'est avec des compagnies ou avec des agents autonomes. Donc, si on a des personnes qu'on embauche pour faire un travail, donc l'agent AI est un peu ça, c'est un module, dans ce cas-ci, d'intelligence artificielle qui va agir à notre nom. Et donc, le lien légal, tout ça. Donc, il y a lieu de se poser des questions, savoir comment tout ça va vivre. Et donc, le concepteur d'intelligence artificielle est responsable. C'est aussi très intelligent, très intéressant d'aborder ça, puisque puis on va voir dans une autre nouvelle un peu plus loin à quel point c'est un problème par rapport à ça. Puis c'est des sujets qui ont été abordés sur le panel qui étaient vraiment très, très chouettes. Mes 4 panels, c'était tout à fait hors de ce monde en termes de contenu. J'étais vraiment très choyé de pouvoir assister et les modérer dans leurs ardeurs. Les hackers sont capables de contourner les guardrails qui sont, dans ce cas-ci, d'OpenAI, qui sont mis en place. C'est un problème qui va rester, qui est éternel. Je pense qu'il ne sera jamais réglé, puisque c'est juste une façon de bloquer les choses à l'entrée. Et en bloquant à l'entrée, là, on a un paquet de filtres qu'on met et que ça arrive à faire un certain nombre de choses. Mais par ailleurs, le modèle lui-même demeure une entité boîte noire pour le moment dans laquelle on n'a pas tant de capacité de contrôle sur celui-ci, donc de savoir comment le mettre en œuvre pour bloquer ces éléments-là ou lui donner une conscience, comme on pourrait le nommer. Et ça, c'est pas encore là, c'est pas encore visible ce qui s'en vient devant nous de technologie, comment on peut dire ça. Pour l'instant, c'est juste des éléments à l'entrée qui filtrent pour éviter que le modèle dise des choses qu'il n'est pas censé dire en termes de humain, si on veut, comme on le voit. Microsoft dit que le AI aide le phishing à être 4,5 fois plus efficace qu'il l'est à l'heure actuelle. Aucun doute, puisque le texte qui sort de l'intelligence artificielle est fait pour plaire à son interlocuteur. Donc, c'est sûr que
il va faciliter ce genre de texte-là qui va être convaincant. Donc, si tu utilises de façon hostile, effectivement, il n'y a pas de surprise de ce côté-là qui va se montrer être très convaincant et donc d'amener les gens à poser des gestes qui sont contre leur propre bien dans ce moment-là. Puis je pense que le 4.5 est plus efficace et je pense que c'est rentable jusqu'à 10 fois le montant. Donc, ça aide les attaquants à être beaucoup plus efficaces et à industrialiser davantage leur technique. Ensuite, il y a l'autre facette aussi, excusez, le fait que le AI peut être utilisé pour attaquer. L'article spécifique, c'est l'usage du AI pour casser les mots de passe. C'est une façon de faire, donc c'est d'insérer dans la chaîne d'attaque maintenant le AI comme étant un casseur de mots de passe. Ça se montre très efficace. Il y a d'autres articles que j'ai vus, d'autres papiers que j'ai vu commencer à voir apparaître où le AI va commencer à être un agent qu'on envoie dans le réseau qu'on a attaqué pour prendre des décisions et poser des gestes qui sont plus ou moins autonomes, donc d'être capable d'aller plus loin sans avoir d'intervention humaine pour faire les mouvements latéraux ou d'éléments comme ça. Donc, on se dirige vers ce genre de choses-là, ce qui amène du côté défensif, on devra prendre conscience et agir de façon conséquente parce que c'est pas une fatalité, mais il faut agir de façon conséquente par rapport à ce genre de choses-là. Il y a un papier qui est sorti pour analyser. C'est un très beau papier. Là. Je l'ai pas lu au complet encore. Là. Ça fait partie de ma liste. Mais justement, avec Bushnauer, notamment, qui collabore à ce papier-là, sur le fait que les agents AI sont fondamentalement brisés parce que les données d'entraînement sont fondamentalement brisées au sens de la sécurité. Donc, on n'est pas dans un contexte où ils ont été entraînés correctement. Puis c'est pour faire reboucler sur les guardrails, les garde-fous qui sont déployés ou la responsabilité. Ça devient très intéressant d'aborder ça de cette façon-là et à quel point, fondamentalement, c'est brisé parce qu'on n'entraîne pas sur des modèles plus restreints ou des données plus récentes qui nous amènent à la bonne place. À l'heure actuelle, c'est un aspirateur et de cet aspirateur, on absorbe à peu près tout et n'importe quoi. Donc, ça amène que ces agents-là sont de nature plus imprévisible que dans un objectif qui est défini. Donc, à l'heure actuelle, le modèle qu'on utilise n'est pas favorable à des modèles qui vont qualifier de sécuritaires ou de prévisibles. Et sur le panel sur lequel j'étais, un des panélistes a justement mentionné le fait qu'une intelligence artificielle, selon une définition très ancienne, c'est un agent ou un module qui prend des décisions tout seul et qui s'adapte face à une situation inconnue. Donc, c'est un peu cet esprit-là qu'on a entraîné les modèles. Donc, si effectivement on lui pose une question, il va être capable de sortir une réponse même s'il ne connaît pas la situation à laquelle on l'expose. Donc, dès lors, c'est comme un enfant qui apprend. Donc, on apprend l'enfant à agir. Par ailleurs, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas d'élément de conscience ou d'élément d'expérience négative, comme les enfants apprennent que des choses positives, donc ça vient des choses négatives, donc avec de la douleur ou des éléments désagréables au niveau émotif, qui vient forger les caractères, qui vient mettre les balises à l'humain. Et ce qu'on pourrait appeler la conscience fait partie un peu de ces éléments-là. Donc, l'absence de ça sur le AI et le fait que ça absorbe à peu près tout et n'importe quoi, du contenu humain, mais qui n'est pas contextualisé au sens où l'expérience humaine nous amène à absorber par le fait des choses, que de ne pas toucher des choses chaudes parce qu'on va se brûler, parce qu'on s'est brûlé une première fois, donc on a appris. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont absents pour le moment dans les choses, donc c'est très intéressant. Lisez le papier, il amène des angles très intéressants de ce côté-là. Et dernière nouvelle au niveau AI, on parle de ce que justement OpenAI développe une AI souveraine, supposément pour certains pays, mais on est dans un contexte où cette définition-là est un peu tordue pour amener comment c'est fait, qu'est-ce qu'elle contrôle. Certains pays ont déployé ces éléments-là d'OpenAI, mais dans quelle mesure sont capables de contrôler le modèle, qu'est-ce qu'il y en est, c'est un peu moins clair et c'est un peu moins bien défini qu'on pourrait dire qu'au niveau de souveraineté, dans le sens qu'on a un contrôle quasi total sur le modèle, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est vraiment le modèle est prêté et mis sur des infrastructures qui sont dans le pays et qui sont quand même maintenues par OpenAI en l'occurrence. Donc, c'est un peu intéressant de voir ça. Et à contrario, il y a tout le modèle, les deux modèles chinois, DeepSeek et Qwen, qui sont présents, qui sont open source, qui sont quand même d'assez bonne qualité malgré qu'ils soient open source. Donc, un défi de ce côté-là. Et donc,
il y a un élément qui va devenir intéressant à voir comment ça va cheminer et comment tout cet univers-là d'intelligence artificielle va se matérialiser et comment ça va nous affecter d'un point de vue société et d'un point de vue sécurité, tous les enjeux qui vont suivre avec ça. Nouvelle suivante, Microsoft. Bien sûr, Microsoft a diffusé, en tout cas, à travers différents canaux, plusieurs informations cette semaine qui sont très intéressantes et pertinentes et dans lesquelles il faut faire le droit à leur section cette semaine-ci. Microsoft dit qu'il y a une augmentation de 32% des attaques sur l'identité qui sont notamment levées par le vol de mots de passe. C'est encore un problème. On est encore dans cet univers-là où les mots de passe et l'identité, on va voir plus loin, sont des éléments qui sont fondamentaux dans ce qu'on a à vivre comme expérience numérique. Et c'est la dernière frontière et c'est justement le point où on est rendu, où ce qui était des firewalls avant, maintenant, c'est rendu l'identité. Donc, c'est une augmentation. Donc, les attaquants ne dorment pas, continuent d'aller plus loin. Autre élément analysé par Microsoft, l'extorsion et les ransomware ou les rançons logiciels représentent à peu près 50% des attaques qui existent. Ça représente à peu près ce que je vois. Plus on est dans un contexte individuel ou une petite entreprise, c'est vraiment ce qui est présent. En grande entreprise ou dans des secteurs, dans des verticaux spécifiques, ça vient changer, mais globalement, c'est à peu près représentatif de ce qui est mentionné. Donc, l'étude est intéressante de voir où on est rendu. Windows 11 et Windows 2020, Server 2025 vont permettre encore de cacher des mots de passe non chiffrés, ce qui est un problème de sécurité en soi, considérant qu'il y a plusieurs sites encore. En tout cas, bref, ces éléments-là, fait que c'est un chemin d'attaque qui a été normalement semi-patché à partir de Windows 11, Windows Server 2025, mais qui est encore réactivable au besoin. Mimikatz utilise notamment cette façon-là d'attaquer. Donc, si vous êtes en entreprise, bloquez ces affaires-là, à moins d'avoir un besoin d'entreprise très spécifique qui le permet. Sinon, bloquez ça. Mais en même temps, ça soulève le problème avec la plupart des logiciels de Microsoft qui sont vraiment compatibles très loin dans le passé. C'est un problème parce qu'il y a beaucoup de vieilles façons et de mauvaises façons de faire qui sont héritées du passé, qu'on aurait intérêt à se débarrasser, mais Microsoft a un peu de difficulté à couper les ponts avec le passé. Donc, s'il y avait un effort plus grand, et bref, tous ces éléments sont configurables et réactivables au besoin, donc nous mettre dans une situation précaire. Microsoft Exchange 2016 et 2019 sont en fin de vie. Donc, douleur pour les administrateurs qui n'ont pas migré ou qui n'ont pas suivi le rythme de migration imposé par Microsoft. Naturellement, Microsoft incite les entreprises à se déplacer vers Exchange Online. À une certaine époque, j'aurais dit oui, effectivement, c'est une bonne solution dans un contexte où la souveraineté numérique est encore, en tout cas, bref, est très présente dans l'actualité et dans notre réflexion. C'est de moins en moins intéressant d'aller dans cette direction-là, donc de revenir vers des solutions sur site dans lesquelles on contrôle. Il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Magasinez si vous voulez migrer ailleurs. En Europe, ça se fait énormément à l'heure actuelle, de ce type de migration-là. Il y a même certains secteurs européens qui ont toujours été autonomes, même si c'est une certaine pénalité en termes qui ont accès aux derniers gadgets technologiques où le whiz-bang visuellement est agréable. Mais il demeure qu'ils sont en contrôle de leurs informations, donc ils n'exposent pas leurs informations à un pays qui maintenant est devenu un peu plus hostile face aux autres. Le patch Tuesday, le mardi des correctifs, Microsoft a sorti plus que 175 correctifs sur ces différents logiciels. Corrigez vos choses, appliquez-les parce qu'il y en a énormément qui mènent à des attaques, qui a des problèmes. Donc, à appliquer, ça va être un méchant travail, mais il faut effectuer ce genre de correctif-là. Et ça l'amène aussi au fait qu'il y a de ces éléments-là qui sont des 0D qui sont utilisés sur plusieurs systèmes. Et ça amène aussi que le Windows BitLocker est vulnérable à une attaque physique en espace où on a un accès physique à la machine. Donc, c'est quand même pas si pire, mais malgré tout, ça enlève la paix d'esprit. Quand on parle d'une machine, on est finalement, somme toute, capable de récupérer le contenu dans des circonstances spécifiques. Et une attaque
Edge qui bascule vers le mode Internet Explorer pour pouvoir aller chercher des vulnérabilités qui sont de ce côté-là. J'en reviens encore sur le fait que le maintien de vieilles de rétrocompatibilité ne devrait pas être un effort et par le fait même d'obliger les entreprises à avancer parce que globalement ou pour l'ensemble de la société, on s'expose à des problèmes de sécurité maintenant, ces éléments-là qui sont d'une autre époque, qui sont non sécuritaires. Et ça devrait faire partie du coût de faire de la business que de mettre à jour nos infrastructures, d'avoir une sécurité adéquate. Et à l'heure actuelle, pour avoir discuté avec quelqu'un d'autre aujourd'hui, l'infrastructure de système d'information dans lequel on vit a des conséquences très, très importantes sur nos vies, donc peut avoir même des conséquences de vie ou de mort dans certaines circonstances, comme dans les hôpitaux par exemple, et on les développe de façon tellement désinvolte qu'on met beaucoup de gens en risque. Donc ces éléments-là, il faut commencer à réfléchir et changer et prendre pour acquis que maintenant, c'est fait partie des coûts de faire de la business que d'avoir des systèmes d'information qui sont mis à jour, qui sont corrigés et qui ne sont pas vulnérables, qui protègent adéquatement les informations et la business qu'on opère. Défensif, section défensif, l'identité est encore la première ligne la première et la dernière ligne de défense. C'est un peu ce que je mentionnais précédemment. J'avais eu un panel aussi exactement sur ça sur NCyber la semaine dernière. C'est effectivement l'élément principal, c'est là où les attaquants font. Maintenant, les attaquants n'attaquent plus, ne défoncent plus les portes, ils utilisent une clé qu'ils ont volée pour entrer. Donc, on est vraiment changement de paradigme. Donc, c'est important de mettre les mesures en place. L'article n'est pas très... on n'amène pas de nouveaux concepts, mais c'est intéressant de se faire rappeler une fois de temps en temps ces concepts-là et d'y remettre parce que ça nous change un peu de la façon qu'on avait avant de tout baser sur les firewalls. Maintenant, c'est vraiment sur l'identité qu'on doit baser notamment beaucoup de choses de protection dans lesquelles on a. Ça, c'est un article. L'autre, c'est un article anglais du fait que les banques devraient mettre des moyens pour protéger davantage les gens contre les fraudes amoureuses. Il semblerait que c'est un problème qui est grandissant en Angleterre. J'ai l'impression que c'est également le même cas ici. Les gens sont un peu tristes, donc tombent dans des pièges comme ça. Donc, des amener tranquillement à mettre des mesures pour sauver, des mesures de sécurité publique, d'éviter de ces crimes-là qui se multiplient. On parlait du AI tantôt qui fait le site, le AI fait partie de ces éléments-là qui industrialisent davantage les façons d'attaquer, donc met encore plus à risque les gens. Les lois sont inadaptées, les contextes sont inadaptés, comme un changement d'industrialisation qui change énormément les choses. De ces éléments-là, il faudrait quand même en tenir compte. Et ce qui était très difficile, très coûteux avant, ne l'est plus, donc d'en tenir compte dans les mesures qui maintenant faut agir de façon concrète par rapport à ce genre de choses-là. Et je vois de très bonne manière que les banques soient un levier intéressant dans l'ensemble de la protection qu'on a contre les criminels. CVE, CVSS sont des scores qui sont inutilisables, dit un certain président de l'entreprise. Pour mes amis qui n'aiment pas tant ces scores-là ou qui sont plus dans de l'analyse des risques de façon quantitative plus que qualitative, je partage ça. C'est un clin d'œil que je vous fais parce qu'effectivement, à sa face même, ça ne sert qu'à qualifier des choses qui ne sont pas tant utiles que ça. Il y a beaucoup d'éléments problématiques dans ces scores-là. Il y a beaucoup d'éléments qui doivent être remis en contexte. Et en même temps, c'est déjà démontré que 2 failles moyennes peuvent cumuler, être plus problématiques qu'une faille très élevée. Donc, ces éléments-là doivent être considérés. Donc, on devra développer des outils qui sont mathématiquement beaucoup plus robustes pour nous amener à faire des choix beaucoup plus éclairés dans la correction de nos infrastructures, puisqu'on a quand même des ressources limitées. C'est heureux. Malheureusement, parce que si on avait des ressources illimitées, c'est sûr que tout serait corrigé. Tout le temps, tout ça impeccable, mais dans un contexte où on a des ressources limitées, de pouvoir nous faire choisir des solutions qui sont plus efficaces. Donc, ce n'est pas le seul moyen de calcul. Il faudrait trouver d'autres moyens de calcul qui sont plus efficaces, plus contextualisés et qu'il faudrait qu'ils soient facilement d'accès aux gens pour que, justement, ça soit plus répandu, plus facile d'utilisation et qu'on puisse en faire quelque chose
de plus répandu dans l'industrie. Bref, ensuite, comment on peut détecter la présence ou la fuite d'informations vers le dark web, les NDR, les Network Detection and Response, peuvent être des outils utiles qui étaient anciennement des IDS ou des IPS, tout dépendant comment on veut nommer ça. On changeait de nom, ne perdent pas tout à fait toute leur efficacité, même si la plupart des communications maintenant sont chiffrées. Ils sont utiles au minimum pour voir les directions ou comment les différentes communications s'opèrent, ou notamment les netflows, par exemple, permettent de voir les différentes circulations d'informations et de ces informations-là, ensuite de prendre des choix, de voir que les informations vont vers des sites malicieux ou pas. Donc, on est capable d'avoir des outils et pour l'avoir utilisé dans des agrégateurs, dans des SIEM, ces alertes-là qui remontent peuvent être utiles pour nous permettre de détecter justement des communications anormales qui sortent des paramètres et justement nous évitent d'avoir des informations qui fuitent dans le dark web et même dans certains cas, si nos systèmes ne n'ont pas détecté un attaquant, ce système-là de dernier recours, par ailleurs, nous permet de détecter qu'il y a quelque chose des anomalies sur notre réseau et de justement d'agir en conséquence en les plaçant dans des endroits qui sont judicieux. L'Ukraine est en train de mettre des moyens pour avoir une force offensive en cyber. C'est en train de passer dans leur contexte légal. Je l'ai mis dans le défensif parce que dans un contexte où à l'heure actuelle, ils vivent dans un univers difficile, c'est pour se défendre qu'ils ont besoin d'attaquer pour se défendre dans le contexte qu'ils sont. Et tous les paramètres qu'ils vont faire qu'à terme, ça va être utilisé de façon justement pour mieux se défendre. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de transférer une nouvelle Microsoft. Microsoft a produit un article sur comment établir une culture de cybersécurité. C'est un peu drôle dans un univers où on sent que la culture de cybersécurité chez Microsoft est en train de s'affaiblir un peu, malgré qu'elle a été très, très forte pendant plusieurs années. Mais très intéressant d'avoir ces articles-là ou ce blog-là, détailler les différentes étapes, les différentes choses qui doivent être mises en place et justement pour aider les entreprises qui cherchent une façon ou des poignées pour réussir à déployer ou mettre en œuvre une culture de sécurité dans leur entreprise. D'ailleurs, je vais enregistrer des podcasts sur ce sujet-là dans les semaines qui suivent. Pas sur les charges de Microsoft, mais sur la culture de sécurité en entreprise. L'analyse de la cause racine d'un problème. Article super intéressant, super long à lire, qui nous permet de réfléchir comment on doit trouver la source, la cause racine d'un problème et ne pas aller sur le volume, mais d'aller sur la profondeur de cette analyse-là. Puisque selon l'auteur, plus on analyse en profondeur, meilleur est le résultat. Donc, les avantages de ça dépassent largement le volume de traitement. Donc, de ce côté-là, de regarder, lire l'article est super intéressant, il est quand même très long, mais très intéressant. Un article académique aussi sur la sécurité du iOS, tous les éléments au niveau kernel qui permettent de défendre comment le kernel du iOS est fait, parce que quand même à la base, c'est un kernel qui est assez monolithe par conception et comment ils ont mis en œuvre de différents moyens pour se sortir du contexte monolithe du kernel et donc incidemment pouvoir permettre de mieux protéger que si on rentre puis on réussit à faire un exploit kernel, les conséquences sont beaucoup moins grandes. Donc, très intéressant de voir comment ils ont, avec les années, amené ces éléments-là. Puis un papier académique qui l'étudie est très intéressant. J'avais mentionné le fait de l'usage de certains outils pour désactiver les EDR. Là, il y a un papier qui est sorti qui explique comment détecter l'usage de ces outils-là pour l'avoir vu dans les SIEM. C'est quelque chose que je surveillais beaucoup et trouver pourquoi il y avait des anomalies de ce type-là. Fait que moi, c'était des flags qui étaient déjà il y a quand même plusieurs années. Donc, toujours surveiller ce qui est anormal. Et à ce moment-là, ça va dépendre de votre capacité, de votre équipe, de votre SOC, de votre Blue Team, de voir et de trier l'information, parce qu'on a quand même un volume assez incroyable. Et l'article donne quelques signes clés pour trouver l'usage de ces outils-là ou en forensique a posteriori de trouver les signes de l'usage de ces outils-là. Wireshark 4.6.0 maintenant supporte l'injection de metadata donc sur un Mac du fait que les informations vont être capables de retracer quel processus a fait la communication à partir du poste. Donc, on a quand même un outil intéressant pour voir comment on peut
retracer ce qui est une machine et tout ce qui circule et quel process et fait cette analyse très intéressant. Volet offensif qui est quand même assez massif cette semaine, malheureusement en quelque sorte. F5 a connu plusieurs avaries très importants cette semaine, notamment par le fait qu'il y a des attaquants qui sont rentrés, qui sont restés là pendant un certain temps et qui ont réussi à mettre la main sur le code source, une partie du code source de ce que j'en comprends, des différents articles que j'ai vus. Selon les articles, c'est de plus ou moins critique ce qu'ils mentionnent. Mais par ailleurs, si vous avez des F5, surveillez, mettez à jour les éléments qui sont autour de ça, justement pour vous prémunir des problèmes qui peuvent avoir, les certificats natifs, tout ce qui est ça. Donc, suivez les recommandations de F5 pour corriger les conséquences de cette divulgation-là d'informations. Oracle aussi a connu une suite, parce que c'est pas la première semaine qu'on en parle, une continuation de son problème, de son e-business suite, qui est largement utilisé en grande entreprise, qui a connu un certain nombre de problèmes. Des 0D ont été exposés, d'autres problèmes de sécurité ont émané. Donc, corrigez, surveillez beaucoup vos systèmes, surveillez les activités inattendues que vous avez dans vos systèmes. Et on revient sur le fait, et ça c'est un bel exemple du côté Oracle du moins, que le système par lui-même, on devra présumer dorénavant que les systèmes sont vulnérables. Donc, dans le cas d'Oracle, son système est vulnérable ou ne sera jamais 100% sécuritaire. Donc, d'établir des mesures de contrôle compensatoires à l'intérieur de ceux-ci. Surtout des systèmes pour l'importance de celui de Oracle, qui est bien dans le cœur même des business, avec beaucoup d'informations sensibles et beaucoup d'informations qui permettent d'agir de façon négative sur les processus de l'entreprise. Donc, d'avoir des contrôles compensatoires, d'avoir de la surveillance, d'avoir des éléments comme ça. En général, c'est les grandes entreprises qui ont ce genre de suite-là. Donc, il est présumé qu'ils ont les moyens d'avoir un socle, d'avoir de la surveillance, d'avoir de l'architecture qui est conséquente par rapport à avoir ce genre de choses-là. Par ailleurs, les nouvelles disent qu'il y a eu des fuites et qu'il y a eu des problèmes. Donc, même s'ils ont des capacités conséquentes, ça ne veut pas dire que ça a été déployé correctement. Donc, de s'assurer maintenant, c'est peut-être un changement de paradigme qu'on devra faire, de changer, de présumer que les choses sont fiables et ne tomberont pas. Elles sont naturellement vulnérables et on ne sait pas quand ça va être découvert. Donc, de regarder ça dans une autre perspective, dans la façon qu'on design les systèmes pour les rendre plus résilients, somme toute, par rapport à ce genre de choses-là. FortiGate, encore dans les nouvelles, malheureusement, 2 vulnérabilités qui sont sorties récemment. Donc, corriger, surtout sur les systèmes exposés, limiter les services qui sont exposés si vous pouvez. À l'intérieur, c'est moins pire, mais de façon exposée, ça devient grave et ça peut devenir un pivot pour attaquer puis rentrer dans votre entreprise. Donc, soyez très vigilants de ce côté-là. Corrigez, surveillez si vous avez d'autres technologies, que ce soit là, parce que Cisco aussi a connu des problèmes. WatchGuard, SonicWall ont tous connu des problèmes dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, soyez vigilants sur vos équipements de périphérie, justement, pour que s'il y a un problème bien à survenir, que vous puissiez corriger rapidement et que vous puissiez surveiller également si vous avez pas beaucoup d'énergie, de budget en cyber, mais surveillez vos équipements de périphérie beaucoup. De ce moment-là, pour des signes d'attaque qui pourraient vous exposer de façon néfaste à ça et de pivoter vers l'intérieur, de venir vous voler de l'information et de créer des dommages plus grands. L'autre nouvelle qui a retenu énormément l'attention cette semaine dans l'espace médiatique, et pourtant c'est une nouvelle qui est quand même relativement banale en même temps, c'est le fait que certains satellites communiquent de façon non chiffrée. Donc le signal entre le satellite et sa station sur Terre ne sont pas chiffrés, donc toutes les communications peuvent être interceptées avec des équipements à peu de coûts maintenant. C'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Puis dans ce cas-ci, c'est pas l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence artificielle est un moyen pour réduire les coûts pour mener une attaque. Donc, de ne plus penser que parce que ça a des coûts élevés que les gens n'attaqueront pas ou les attaquants sont de certains types. Par ailleurs, ce qui est un peu fascinant là-dedans, et c'est la même chose pour le Wi-Fi, puis laquelle qu'on avait parlé, Olivier Bilodeau avait parlé
au dernier Secure. La plupart des applications modernes supportent maintenant du chiffrement natif. Donc, si vos applications ne supportent pas de chiffrement natif ou les communications que vous faites ne sont pas de chiffrement natif qui ne dépend pas de la couche de transport, vous avez un problème très important. Donc, c'est de reviser. Puis là, il y en avait quand même une masse d'informations qui circulaient comme ça. Donc, c'était un peu fascinant. Le fait que le satellite et la station ne soient pas capables de chiffrer ou n'aient pas de support au chiffrement parce que c'est vieille technologie ou peu importe, ne devrait pas être un problème puisque les sources de communication qui utilisent ce canal de communication-là devraient eux-mêmes chiffrer les informations. Fait que c'est un peu fascinant pourquoi on s'énerve. Mais on s'énerve parce qu'on se rend compte en 2025 qu'il y a encore des communications non chiffrées qui circulent. C'est un peu décevant, mais bon, ça demeure que c'est ce que c'est. Et ça devrait pas. Bref, ça devrait pas. Pour moi, c'est une non-nouvelle, mais qui est une nouvelle parce qu'on découvre plein de problèmes connexes. Access Communication a un problème une vulnérabilité au sens où ils ont exposé dans leur code des mots de passe pour accéder à leur tenant Azure. Donc, ça revient sur le fait que les gens qui développent devraient se former en cyber parce que cette absence de connaissances-là expose à des raccourcis qui exposent des données des entreprises de façon très importante. Donc, dans ce cas-ci, c'est une maladresse d'un développeur qui était mal formé ou qui a pris un raccourci pour arriver à la situation dans laquelle vous voulez aller plus vite. Donc, de s'assurer que c'est pas le cas, qu'on a le temps et qu'on a la formation nécessaire pour ne pas commettre des erreurs assez basiques comme celle-là. Android a une faille intéressante, ce qu'on appelle le pick snapping, qui permet de voler, en théorie, les jetons de deuxième facteur qui s'affichent à l'écran. C'est une attaque par side channel qui permet, avec le GPU, d'aller extraire de l'information. C'est pas super rapide, c'est pas super efficace. Ça amène des attaques qui sont pas très rapides ou très grand volume, mais par ailleurs, permet quand même d'aller chercher l'information. Fait que si vous êtes une cible, vous êtes potentiellement attaqué par ce genre de choses-là. Pour aller extraire des informations, on est capable d'extraire vos courriels, extraire tout ce qui s'affiche à l'écran et capable d'être extrait par rapport à ce genre de choses-là. Google a soumis quelques correctifs. Ça demeure quand même une stratégie parce que c'est par side channel plus difficile à bloquer, donc très, très tough à arriver de ce côté-là. Ivanti a sorti 13 patchs sur son gestionnaire de endpoint. Donc, si vous avez ce genre de logiciel-là qui gère vos périphériques, appliquez le correctif, parce que c'est quand même assez important parce que ça lui permet de remonter jusqu'à tous les points terminaux de choses, donc notamment les téléphones. De ce côté-là, les attaquants utilisent le système de notification judiciaire pour déployer des infos stealers. J'ai trouvé intéressante cette nouvelle-là parce que c'est une des facettes, mais parmi d'autres. Donc, il est de plus en plus courant, ou en tout cas, où je m'en rends compte que c'est de plus en plus courant, que les attaquants de type info stealer vont utiliser des canaux ou des façons de communiquer qui sont attendues. Contravention, dans ce cas-ci, notification judiciaire, papier du gouvernement, communication officielle. Donc, on va s'insérer dans cette stratégie-là. Donc, on a quand même un élément à réfléchir pour comment on est capable de se prémunir comme ça, puisque tout ce qui donne les avantages et l'accélération que le numérique nous donne, ben, il accélère aussi les capacités des attaquants à faire des choses. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Et ça l'amène à la vigilance que si vous recevez, disons, dans ce cas-ci, une notification judiciaire qui est dans un pays hispanophone, à l'occurrence, donc c'est pas ni en France ni au Québec, mais je sais qu'il y en a eu, j'ai eu vent des cas comme ça, notamment en France, où il y a des papiers de convocation judiciaire qui sont envoyés et qui sont ça. Donc, informez-vous si vous attendez vraiment pas à ce que ça arrive. Si vous attendez, là, ça c'est d'autres choses, mais si vous n'attendez pas à avoir une convocation judiciaire ou une interpellation, donc de vérifier que celle-ci est bien fondée et que vous n'êtes pas en train de vous faire flouer par un attaquant. Et dans la même veine, les attaquants vont regarder davantage vers toutes les voûtes de mots de passe. Donc, il est très courant maintenant de recevoir des courriels ou du phishing qui visent le fait de vous tromper à donner votre mot de passe maître pour vos voûtes.
notamment OnePassword, LastPassword, Bitwarden, qui sont nommés dans l'article. Donc, tous ces environnements-là nous amènent à amener les attaquants à viser, parce qu'une fois qu'ils ont le mot de passe, ils réussissent à vider la voûte. LastPass avait connu malheureusement un problème il y a quelques années. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un problème de conception, c'est vraiment une attaque d'ingénierie sociale qui permet justement d'aller voler le code. Et comme on parlait, maintenant, on ne défonce plus les portes. Maintenant, on demande aux gens de nous donner les clés et de juste être prudent de ne pas donner les clés à quelqu'un qui pourrait potentiellement vous en vouloir, donc voler votre mot de passe au complet. Dans les extensions VS Code, il a été détecté qu'il y avait des mots de passe ou des clés d'API qui étaient dedans. Donc, on est encore dans un cas où, un peu comme dans le code Axis Communication, les développeurs ne sont pas suffisamment bien formés et font des choses qui mettent à risque leurs environnements infonuagiques, notamment, pas exclusivement, mais notamment, donc d'être très prudent et d'amener cette conscience-là. Il est dit dans l'article que Microsoft va accompagner les développeurs. Ils vont faire un peu comme AWS et lancer des détecteurs automatiques pour s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments comme ça qui vivent dans les différentes extensions qui sont disponibles pour VS Code. Contournement ou comment les attaquants réussissent à récupérer les passkeys sur les appareils non physiques. Il y a plusieurs façons. L'article est très intéressant et très détaillé sur les façons de réussir à voler le passkey. Ça revient encore de la stratégie d'ingénierie sociale, de tromper l'utilisateur, des éléments comme ça. Donc, c'est très facile puisque le passkey vit dans l'ordinateur dans lequel est le navigateur ou dans la voûte de mot de passe versus un passkey qui vit sur une clé physique, notamment YubiKey, notamment Titan, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aller récupérer, puis ça demande de poser des gestes qui sont plus complexes et qui vont réveiller la sensibilité de l'utilisateur versus aux affaires qui viennent masquer. Donc, c'est de plus en plus facile de réussir à le voler comme ça. Donc, si vous devez faire un choix et vous avez des actifs qui sont super sensibles, préférez des clés physiques que des clés logicielles passkey pour arriver à protéger correctement vos données. Et personnellement, des données plus sensibles, moi, sont protégées par clés physiques. Des données moins sensibles, on pourrait dire certains comptes où je pourrais perdre, sont avec des passkeys logiciels, ce qui me dérange moins de perdre. Et incidemment, je ne suis pas nécessairement une cible pour ces sites-là ou les sites versus les sites où c'est plus sensible, notamment les comptes d'administration de M365, notamment Google Workspace, ou les comptes de banque, par exemple, sont plus visés par ça, puisqu'il y a des intérêts réels. Donc, bref, ça vient un peu encadrer ça. Il est capable, ils ont découvert aussi une autre façon de désactiver de façon permanente les antivirus CDR à travers des drivers vulnérables. Donc, utiliser un driver vulnérable pour accéder aux informations du kernel et désactiver l'EDR. Donc, à ce moment-là, assurer d'avoir un système à jour qui n'a pas de driver de pilote de périphérique qui est vulnérable. Donc, ça va vous protéger. Et dans la dernière des offensifs, une preuve de concept pour réussir à utiliser sudo pour avoir un privilège, une escalation de privilèges. C'est avec un volet du CH, depuis la version CHRoot, c'est une mauvaise configuration. C'est corrigé maintenant dans les nouveaux. Et les versions qui n'ont pas de CHRoot ne sont pas vulnérables parce que c'est vraiment arrivé sur le chemin de décision qui est par rapport à cette fonctionnalité-là. Et d'ailleurs, c'est vraiment. Puis la vulnérabilité très facile d'exploitation, les codes sont là, ça se fait tout seul. On passe d'un simple utilisateur à route. Dans le temps de le dire, à travers ça, c'est des stratégies qui sont énormément suggérées d'être configurées et on embarque un peu dans du zéro trust aussi. C'est que AppArmor et SE Linux sont suggérés d'être utilisés pour venir contraindre ce que le root peut faire, ce qu'on peut faire avec sudo essentiellement, et que le root ne devient plus tout puissant comme c'était le cas anciennement dans Linux. Et ce qu'on d'ailleurs on trouve beaucoup sur Mac,
où le root n'a pas accès à tout. Donc, il y a des couches de séparation supplémentaires. Donc, sur Linux AppHammer, mais sur Linux, pour venir justement contraindre cette capacité de root à faire des dommages. Donc, de venir, même si cette vulnérabilité-là était exploitable, ne permet pas à root de tout faire. Donc, il est vraiment bien enclavé à ce moment-là pour limiter les problèmes qui sont avec ce genre de choses-là. Donc, encore là, réfléchir en profondeur à la sécurité des systèmes et ne pas présumer que ça va. Si on revient toujours un peu à ça. Et il faut toujours utiliser beaucoup de jus de cerveau pour réussir à arriver à quelque chose qui sont réellement sécuritaires. Heureusement ou malheureusement, tout dépendant comment on veut regarder ça. Ce qui fait qu'on va avoir énormément de travail en cyber pendant longtemps, puisque ça demande énormément de réflexion pour arriver à des systèmes qui sont vraiment très intéressants. Puis dans le papier sur la cause racine, justement, c'est un des éléments, comment on est capable de comprendre le système et de ne pas le sursimplifier dans notre compréhension, justement, pour arriver à quelque chose. Et ce qui nous amène conséquemment à simplifier les systèmes, mais pas juste dans notre compréhension, mais dans le réel, pour réussir à faire quelque chose, justement, qui nous amène ailleurs. Et là, vous venez de comprendre que j'ai un chien qui vient de partir en panique parce qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Section suivante, les Europes. J'ai quelques nouvelles qui sont spécifiques à l'Europe, qui sont par ailleurs très intéressantes. Et justement, une personne qui amène une réflexion qui m'intéresse énormément, qui faisait partie d'un peu des plaintes que j'avais dans l'épisode précédent sur l'élément de le paradoxe, le fait qu'il voulait le contrôle des communications en Europe et qu'il voulait s'insérer. D'un côté, ils veulent protéger l'information, mais de l'autre, non. Cette personne-là amène un point de vue très intéressant qui amène une réflexion réelle sur le fait qu'il faut, en Europe, puis pas exclusivement en Europe, mais en Europe, pas juste légiférer au sens où on veut s'insérer partout et ne pas comprendre comment la technologie fonctionne, mais de mettre en place les capacités réelles d'innovation technologique et de se placer en termes d'avant-plan et ne pas juste vouloir contrôler tout et tout surveiller tout le temps. La technologie n'est pas faite que pour le contrôle, elle est faite pour aller ailleurs. Bref, allez lire l'article. Je trouve ça très intéressant parce que c'est un premier regard que je vois qui sort enfin du fait qu'il faut absolument tout contrôler. On va casser le chiffrement, on va casser les clés, tout ça. Et d'amener une réflexion qui est ailleurs et d'autres choses. Donc, je trouve ça intéressant que des personnes en Europe amènent cette conversation-là enfin et qu'on arrête d'aborder le fait qu'il faut absolument casser le chiffrement bout en bout, qu'il faut absolument surveiller ce que les gens en chat, il faut absolument faire ces choses-là dans lesquelles on peut commencer à être arrêter de contrôler, mais d'arrêter de permettre un peu plus d'espace. Fait que, bref, allez lire l'article, il est super intéressant, pas très long, mais qui amène un regard très différent par rapport à ça. Ce qu'on a tendance à voir, l'Angleterre a émis une première amende à 4chan justement pour un non-respect de la sécurité en ligne. C'est intéressant de voir ça. Ça aussi, c'est un levier. Là, ce coup-ci, je suis favorable à l'usage de leviers comme ça, justement, pour être capable de limiter les sites hostiles. 4chan est un exemple qui n'était pas très... c'est pas une cible qui est très, très cachée de ce côté-là. Donc, d'arriver de pouvoir travailler sur ces environnements-là et de réussir à cadrer, d'avoir une capacité d'agir dessus et de ne pas les laisser agir impunément. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et avec des amendes, comme sur la route, on veut contrôler la sécurité routière avec des amendes, donc des punitions, donc dans un peu le même contexte, et de pas d'invasion dans la vie privée où, dans le fond, ça reviendrait que toutes les autos rapportent leur vitesse et dès qu'on dépasse, on soit automatiquement une amende. Donc on est dans un contexte différent où on surveille et on intercepte versus le contrôle. Donc c'est très intéressant de voir ça en action et de voir qu'on est peut-être capable d'aller vers quelque chose. Encore en Angleterre, on constate une augmentation de 50% des attaques depuis le début de cette année. C'est pas surprenant, c'est en croissance et on est dans un contexte où l'univers nous place dans un fait où on est de plus en plus dépendant à la technologie. Je le mentionnais précédemment, on développe de façon un peu trop désinvolte avec des systèmes qui ont des conséquences importantes sur la vie des gens. Et incidemment, les attaquants le voient. Donc, comme nos murs sont en papier, les attaquants les défont
facilement. Et ça me rappelle mon jeune temps où il y avait genre des émissions pour enfants où j'avais genre je vais passer à travers la feuille de papier. Ben, effectivement, on est dans un contexte comme ça où nos seules défenses sont des feuilles de papier et les attaquants passent dessus et nous le disent en plus qu'ils passent à travers nos feuilles de papier. C'est ce qui est tout à fait terrible. Dernière nouvelle, côté européen, c'est le Netherlands. Je ne sais pas regarder le traduire dans ma tête. Les Pays-Bas ont invoqué une loi spéciale pour bloquer une compagnie, un fabricant de processeurs ou de chips, de semi-conducteurs, qui est localisé avec qui a un certain niveau de propriété chinois. Donc, ont invoqué des mesures de sécurité nationale pour bloquer un certain nombre de choses et d'éviter que supposément les secrets s'en aillent en Chine dans ce contexte-ci. C'est intéressant de voir arriver ce genre de choses-là, cette utilisation-là de ces lois-là. Je ne suis pas contre ce genre de choses-là, puisque effectivement, on est dans un univers où il faut venir signaler à des pays qui sont, mettons, hostiles ou qui présentent des facettes hostiles par rapport à nos façons de vie ou ne partagent pas les mêmes valeurs. Donc, on peut réduire ça à ça. Ou notamment le respect des droits d'auteur, le respect des brevets, de la propriété intellectuelle, et ainsi de suite. Donc, dans des pays qui ces notions-là n'existent pas pour plusieurs raisons, valides ou non. Donc, de s'assurer qu'on n'est pas dans un contexte où on est en train de se faire piller par ces pays-là, mais en même temps, n'empêchant pas la collaboration, parce qu'on peut regarder ça de l'autre côté. Si on regarde le côté américain où ils utilisent ce même genre de loi-là pour bloquer la collaboration par l'usage de tarifs, par exemple, qui sont contraires à la collaboration. Donc, d'arriver dans un univers où on est capable de permettre la collaboration, mais s'assurer que chaque pays conserve sa propriété intellectuelle. Et somme toute, ça garde des emplois, c'est les citoyens qui finissent par financer à travers des réductions d'impôts, ce genre de choses-là, les emplois. Donc, de ne pas voler ces choses-là, parce que ça a des conséquences qui sont beaucoup plus importantes, ou là, juste du fait de voler la propriété intellectuelle. Donc, c'est beaucoup plus vaste. Donc, de ce côté-là, section d'hiver, Graphene OS, maintenant, est capable de s'installer en dehors d'appareils qui ne sont pas juste des pixels. Donc, moi, j'aime beaucoup Graphene OS, puis ça, j'en parle, puis quand je vois une nouvelle passer, je le tiens. C'est la version libre, si on veut, de Android, qui nous sort de l'écosystème Google. Et donc, j'aime beaucoup cette approche-là de façon un peu plus autonome. Comme on était dans le temps, on écoutait la télévision, on n'avait pas de métrique ou de télémétrie qui était retournée. Contrairement à maintenant, tout ce qu'on fait, il y a des télémétries qui remontent vers le haut. Donc, je suis peut-être très old school, mais j'aime pas tant que ça que toute ma vie soit remontée dans des data brokers et que tous mes gestes soient faits. Donc, c'est un logiciel qui permet ce genre de choses-là. Donc, sur maintenant, pas juste sur les pixels, mais sur tout appareil qui peut rouler Android ou, en tout cas, bref, ils ont des ententes. C'est très intéressant. C'est très, très, très fun de voir cette capacité-là à sortir de cette prison dans laquelle on est. Il y a un blog sur le fait que Proton VPN mentirait sur le fait que les informations ne sont pas journalisées. Je partage un peu le point de vue sur le fait que effectivement, il y a peut-être de la mauvaise publicité qui est faite, c'est-à-dire qu'il ne livre pas tout à fait ce qui est mentionné. Par ce qui est marqué dans l'article, tout opérateur réseautique ou de quelconque réseau de télécommunications vont disposer d'informations qui permettent d'arriver à, dans ce cas-ci, bloquer un utilisateur qui est toxique pour leur réseau. Donc, dans le cas qui occupe et le cas qui a été démontré, n'est pas un cas où ils ont donné de l'information à un tiers, mais qui ont juste dit, OK, ben, le tiers a posé une plainte et la plainte a mené à la résiliation du compte. Donc, le lien de cause à effet, effectivement, puis si j'étais une compagnie, et je trouverais normal que si je reçois des plaintes, j'agirais parce qu'en même temps, c'est-à-dire que les adresses IP de Proton demeurent des adresses IP qui ne sont pas blacklistées partout. Donc, il y a quand même un intérêt à Proton à faire ce genre de choses-là, donc un équilibre. Et par ailleurs, il n'existe pas, notamment dans toute compagnie commerciale, la totalité d'être anonyme, ça n'existe pas.
Proton ou un autre, ça n'existe pas. La seule place où on est capable de le faire est d'arriver à quelque chose qui ressemble à ça sur le réseau Tor. Et encore là, il faut être très prudent dans l'usage du réseau Tor parce qu'on serait capable encore là de nous retracer jusqu'à là. Le fait d'être anonyme sur Internet, c'est une belle chose, mais non. Par ailleurs, Proton ne retourne pas le contenu de navigation. Encore là, bref, ça reste à voir. Peut-être qu'ils vont finir par le faire. Il va peut-être avoir des cas qui vont l'exposer. Mais pour le moment, ils ne font pas ça. Puis il y avait déjà eu une demande du gouvernement américain qui faisait qu'il avait juste retourné les adresses IP et les moments où la personne s'était branchée à travers le VPN. Elle n'avait pas agi plus que ça. Donc, je trouve ça juste drôle là, de voir un peu cet énervement-là. Probablement parce que je pense que les a priori ou les gens ont l'impression qu'il y a un petit peu de magie, mais le restant, ça demeure un opérateur. Il voit le réseau, il voit le contenu. Il est capable de faire un lien avec le contenu et de remonter. Et par ailleurs, quand les gens me demandent si l'usage d'un VPN commercial comme ça me permet de protéger, la réponse c'est non. On fait juste déplacer le problème parce que l'opérateur peut voir tout le contenu comme notre fournisseur Internet, tout ça fait. Donc, ça ne change rien. Donc, ça ne fait que déplacer le problème, somme toute. Même si Proton a quand même une bonne protection, elle garantit des choses selon les lois suisses et ainsi de suite, il demeure que l'opérateur, quand même, comme n'importe quel autre opérateur, peut voir tout ce qui sort de son réseau. C'est normal. C'est comme ça que la technologie fonctionne. Ça ne peut pas être plus anonyme que celle-là. C'est un peu un déchirage de chemise qui, pour moi, est un peu inutile, mais en même temps, je voulais en parler parce qu'il faut juste clarifier les éléments et juste de s'assurer qu'il y a une compréhension que c'est effectivement, il n'y a pas de... on n'est pas hyper anonyme dans l'usage de Proton. Il y a certaines protections qui est meilleure que d'autres fournisseurs. Sachez, informez-vous avant d'utiliser et n'achetez pas le contenu marketing. Et par ailleurs, si tout le contenu marketing des autres compagnies de VPN, c'est fantastique parce qu'ils vont encore même plus loin que ça dans les promesses qu'ils font, qui sont pour la majorité complètement farfelues, qui n'existent pas. La Californie vient d'adopter une loi sur la vérification de l'âge pour les chatbots. Intéressant. Puis là, en contrario, j'ai Adam Shustak qui chiale un peu. Puis je trouve ça très drôle parce que lui, c'est un expert en analyse de risque. Puis je partage son point de vue au sens où même sa phrase est très courte. J'ai un peu de difficulté à comprendre, puis je reviens souvent sur ces éléments-là dans les différentes lois. J'en parlais pour la pornographie, je parlais pour ces affaires-là. C'est une drôle d'idée d'essayer de contrôler l'Internet, comment l'Internet est constitué à l'heure actuelle. Si on veut contrôler, puis là, il faut avoir une réflexion profonde sur la technologie et une réflexion profonde aussi sur nos objectifs de société et non de juste de patcher avec des éléments comme ça. Donc, les deux côtés, il faut arriver à quelque chose qui fonctionne parce que je comprends la nécessité de ne pas exposer les enfants de la pornographie. Puis ça, je serais d'accord. J'ai mon rôle de parent que je fais par rapport à ça. Mais c'est pas tous les parents qui sont capables de faire ce genre de choses-là. Donc, il faut mettre en place des moyens pour aider les parents qui n'ont pas les capacités techniques de faire ce genre de choses-là, en tout cas de contrer. Donc, d'arriver à quelque chose, mais qui est cohérent par rapport à la technologie, qui est cohérent. Fait que là, on est comme dans un monde déconnecté. Fait que j'ai l'impression que c'est juste un bunch de vieux monsieur, probablement blancs, qui, dans leur sol, qui n'ont jamais utilisé Internet de leur vie, qui pensent en déployant des lois comme ça, puis qui pensent que ça va arriver à quelque chose. Fait que la littératie numérique n'est pas encore tout à fait au niveau pour permettre aux législateurs d'agir correctement ou avec utilité pour arriver à l'objectif qui est recherché à travers ça, parce que les lois, ça va promouvoir nos valeurs collectives. Une valeur collective, OK, ça c'est bien, mais dans ce cas-ci, si c'est non applicable, ça sert à quoi une loi non applicable? On est un peu dans un contexte qui est absurde et qui ne sert pas à grand-chose pour nous amener plus loin. Dernière du blog d'hiver, c'est un article du Guardian ou une opinion du Guardian, essentiellement qui relate le fait que ça passe sur le fait qu'il y a des gens qui ont été mis à mort en Chine après avoir été reconnus coupables de fraude, de scam. Et ça ramène sur le fait que dans l'Asie du Sud-Est, il y a énormément de problèmes de bandes criminalisées qui exploitent des gens. Donc, c'est essentiellement de l'esclavage.
qui les mettent dans des entrepôts. Puis on a déjà parlé avec un épisode avec Cyber Citoyen sur ça, sur le fait que des grands entrepôts avec des gens qui sont dans des conditions médiocres, qui ne travaillent que pour faire de la fraude essentiellement. Donc, leur travail, c'est comme ça dans la situation médiocre. Donc, on est dans un contexte où on arrête ou on met en mesure des choses sur des gens qui ne font que subir une situation malheureuse, dans laquelle sont prisonniers, si on veut, de cette situation malheureuse-là. Et on ne s'attaque pas, en tout cas du moins pour le moment, à ceux qui permettent l'existence de ces moyens-là. Et notamment les fournisseurs, puis dans l'épisode avec Cybercitoyen, c'était les fournisseurs satellites, Starlink en l'occurrence, qui permettaient l'existence de ces fermes-là dans des secteurs reculés, difficiles d'accès, des choses comme ça, dans lesquelles on ferme les gens. Donc, on est dans un contexte où ceux qui attaquent ne sont pas ceux qui veulent nous attaquer vraiment et ceux qui bénéficient de l'usufruit du crime qui est associé à ça. Donc, de trouver une stratégie de ne pas punir l'exécutant, dans le fond, qui subit la situation, mais d'amener à couper la tête des dirigeants, si on veut, ou d'arrêter ces réseaux-là pour avoir un effet réel, sur la réduction des fraudes face à nous, et deux, de libérer ces gens-là de situations qui sont très malheureuses au niveau humain, qui l'amènent dans une place autre, qui n'est pas humaine, pas bien. Dernier bloc insolite. 2 petites nouvelles. La première, il y a des TikTok qui font la promotion d'installation de malware. Donc, c'est essentiellement des astuces comment s'infecter soi-même. Fait que je trouve ça fascinant de voir. Puis je serais même pas surpris que ça pogne et que les gens s'infectent eux-mêmes sans le savoir. Il y a des trends sur TikTok qui sont assez fascinantes. On avait eu il y a quelques années celle de manger des capsules Tide ou des choses comme ça. Donc, il y a comme une espèce d'absence de sens commun dans ces réseaux-là où ça disparaît pour une raison. En tout cas, les gens n'ont plus de sens commun. Donc, de faire attention. Là, il y a un code de malware, fait que c'est en train de rentrer de ce côté-là. Dans un contexte où ils peuvent infecter l'ordinateur de la maison, de la famille, bien là, c'est un peu plus dommageable puisque les parents, les éléments, les transactions, étant donné qu'on a beaucoup de transactions en ligne maintenant, vont exposer des situations comme ça avec du vol d'argent, donc bien sûr qui peuvent être précaires. Et dernière nouvelle, Kevin Beaumont a fait une sortie sur Mastodon, sur le fait qu'il chialait un peu sur les groupes d'experts et le secret entourant les informations qui sont échangées dans ce contexte-là, puisqu'il trouvait que c'était plus le fait de se sentir spécial que de réellement contribuer à l'avancement ou à la sécurité du secteur ou du groupe d'intérêt qui est par rapport à ce genre de choses-là. J'aime ça parce que lui, il vient poker comme ça. Pas que je ne fais pas partie d'aucun groupe de cette nature-là, fait que je ne sais pas à quel point son point est valide ou pas. Par ailleurs, on a un peu vaguement abordé le sujet avec Catherine sur le fait que les chercheurs sont intimidés, les choses sont doxées, par exemple, sont intimidées. Donc, moi, je suis d'avis que si on ne circule pas l'information en temps opportun, puis il y a toujours des temps opportuns par rapport à ça, on se nuit comme collectif, puis on laisse les méchants, les attaquants gagner. Donc, de trouver peut-être un équilibre pour mieux partager de façon peut-être anonyme, je ne sais pas. Comment trouver une stratégie pour faire renverser les rapports de force qui ne sont pas à notre avantage à l'heure actuelle, de toute apparence. S'ils étaient à notre avantage, on n'aurait pas une industrie florissante comme on a là, avec tout des nouveaux gadgets qui sortent constamment. Donc, de changer des éléments de base comme ça. Bref. Beaucoup d'épisodes vont sortir cette semaine. Probablement, je vais maintenir la cadence de 4 épisodes par semaine jusqu'à la fin de l'année. J'ai vraiment beaucoup de sujets le fun. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont approché pendant une cyber pour aborder des sujets super sharp. J'ai très hâte justement de discuter avec eux et de pouvoir vous partager ces informations-là. Ma collaboration avec YAC continue, donc eux aussi, beaucoup d'informations PME qui vont sortir dans les prochaines semaines. Je trouve ça très intéressant parce que c'est des outils, c'est des choses qui sont actionnables, donc accessibles pour les PME. Et bref, c'est ça. Donc, je vais terminer là. J'ai démesurément été trop long encore une fois. Finalement, les nouvelles sont trop riches pour que je sois capable de compresser ça en 30 minutes.
Je vais essayer de trouver une meilleure stratégie la prochaine fois. Mais bref, j'attends vos commentaires et j'ai toujours autant de plaisir à faire ça et à vous rencontrer, notamment dans les différents salons dans lesquels je suis.